J'ai déposé le rapport du Comité permanent de la santé qui s'intitule « Accroître la surveillance des implants mammaires ». Je suis très heureux parce que c'est une étape importante pour la cause des femmes, je devrais dire aussi des personnes, mais la cause des femmes parce que c'est particulièrement et principalement depuis 30 ans des femmes qui ont été victimes de ces instruments médicaux à haut risque, les implants mammaires. Et je crois qu'on vient de franchir une étape importante, une étape qui peut nous donner de l'espoir. Pourquoi? Parce que c'est un rapport, d'une part, qui est unanime. Et ça, c'est important. Un rapport unanime, vous savez, cette étude qui recommande donc la mise en place d'un registre, et cette mise en place d'un registre sur les implants mammaires va nous permettre la traçabilité, ce qu'on n'était pas capable de faire. Imaginez-vous, on implante des instruments dont Santé Canada dit qu'ils sont à haut risque, mais on n'est pas capable de faire de rappel quand il y a une déficience. On ne sait même pas quelles sont les femmes qui sont concernées et les femmes elles-mêmes ne reçoivent pas ce qu'il faut pour être informées qu'elles doivent se faire retirer ces implants-là, imaginez. Et aussi, ce qui est aussi le phénomène qui devient la poule ou l'œuf. Santé Canada nous dit « j'ai pas assez de données probantes pour reconnaître un certain nombre d'effets indésirables graves, comme les cancers, par exemple, là, ils le reconnaissent, mais la maladie des implants mammaires, j'en parlerai tantôt. » Mais c'est parce qu'il y a 30 ans, si on avait eu un registre, ben, on aurait colligé toutes ces données-là et on serait aujourd'hui capable de pouvoir justement, sans l'ombre d'un doute, dire qu'effectivement, il y a des problèmes et retirer les implants qui sont défectueux. Donc, très heureux de cette première étape-là. Je vais vous parler peut-être un petit peu des recommandations. Donc, la première recommandation, c'est la mise en place dans les plus brefs délais d'un registre. Je ne vais pas toutes les passer les 10, mais je veux vous amener à la recommandation 3, qui est très importante. Que le gouvernement du Canada veille à ce que le registre national des implants mammaires soit mis en œuvre au moyen d'un formulaire de consentement éclairé obligatoire et uniformisé, qui est assorti d'une liste de vérification claire, qui est signée par le chirurgien et la patiente et qui offre à la patiente la possibilité de ne pas y participer. La porte d'entrée du registre obligatoire des implants mammaires, ce sera le formulaire de consentement éclairé, formulaire obligatoire. D'ailleurs, le président de l'Association canadienne des chirurgiens plastiques, le Dr Morris, nous a dit que ce serait une bonne chose qu'il soit obligatoire. Non seulement obligatoire, mais uniformisé, pour que toutes les données qui seront sur ce formulaire-là soient rentrées directement au niveau du registre. Donc, ce ne sera pas compliqué. D'un océan à l'autre, ce sera toujours le même formulaire. Pourquoi? Parce que quand tu as un formulaire de consentement, tu peux fabriquer le tien d'une clinique à l'autre, etc. Et ce sera applicable pour toute personne qui veut utiliser un instrument médical à haut risque qu'on appelle un implant mammaire. Donc, autant les cliniques privées que publiques, les hôpitaux, tout le monde devra donc utiliser ce formulaire-là. Parce que moi, je peux bien développer un formulaire, mais il n'y a pas peut-être tous les effets adverses importants, tous les effets indésirables qui sont dessus. Donc, ça, c'est une recommandation qui est fondamentale. Comment ce registre-là sera financé? On a regardé l'ensemble des recommandations. Il sera financé par l'industrie, par les fabricants, avec le modèle qui est pris, que l'on prend au niveau des compagnies pharmaceutiques quand elles veulent mettre en place une nouvelle molécule, puis que Santé Canada va analyser l'innocuité, puis tout ça. Recouvrement des coûts, par recouvrement des coûts. Évidemment, il n'y a pas seulement que les implants mammaires qui seront aussi surveillés et dont on examinera les effets. Il y a aussi ce qu'on appelle les treillis, les clips. Alors, tout ce qu'on implante sera aussi examiné. C'est la recommandation 5.
J'arrive à la recommandation 9, que Santé Canada reconnaisse la maladie des implants mammaires. La FDA reconnaît la maladie des implants mammaires. Santé Canada nous a dit on n'a pas encore de données probantes, et c'est ce que je vous disais tantôt, on n'en a pas assez. Mais là, ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut une reconnaissance scientifique de la maladie des implants mammaires. C'est-à-dire que ce n'est pas une reconnaissance légale, mais c'est une reconnaissance qui fait en sorte qu'à partir du moment où on dit cela existe, ben Santé Canada, qui doit assurer la sécurité des femmes, des personnes qui ont des implants, va devoir faire circuler l'information dans les réseaux de soins. Donc, actuellement, une femme, pendant les 30 dernières années, arrivait chez son médecin, puis il y a une soixantaine de symptômes qui sont répertoriés. Et là, le médecin, ben, s'il n'est pas au courant que ça existe, la maladie des implants mammaires, qu'est-ce qu'il fait? Bon, tu as un gros mal de tête, tu as des problèmes gastro-intestinaux sévères, ben, il va te traiter juste l'effet, il va te traiter juste le symptôme. Puis jamais il va penser, te poser la question, as-tu des implants? Est-ce que ça fait combien de temps que tu les as? Savoir que les implants aussi, c'est pas quelque chose que tu te fais poser ad vitam aeternam, ils ont une longévité de vie. Bref, tout ça, ça va nous permettre d'assurer la sécurité des femmes qui auront pris de façon éclairée la décision de se faire implanter, de se faire poser un instrument médical à haut risque. Et donc, ça, c'est fondamental. Le reste, si un jour, il y a des personnes qui décident d'intenter des poursuites, ça les regarde. Et cette partie-là, ça devient une reconnaissance légale, mais seuls les tribunaux peuvent faire ça. Donc, moi, je pense qu'au niveau de la sécurité, avec un registre obligatoire, avec un formulaire de consentement éclairé qui devient, c'est une image, mais la porte d'entrée vers le registre, d'un océan à l'autre, c'est les mêmes informations qu'on va retrouver là-dessus, des informations complètes, avec aussi la reconnaissance, parce qu'au moment où on a écrit le rapport là, que vous avez, ben, Santé Canada avait aucune information, ne reconnaissait pas encore la maladie des implants mammaires. C'est pas rien. Moi, en tout cas, je suis très content parce que j'ai réussi à faire en sorte qu'on regarde en avant. La démarche que j'ai prise, c'est une démarche qui était transpartisane. J'en appelle à tous les députés de la Chambre qu'ils prennent conscience de ce rapport qu'on a déposé jeudi matin, qu'ils fassent pression auprès de ceux qui siègent du côté du gouvernement pour que le ministre de la Santé, le nouveau ministre, fasse rapidement son travail. Ils ont 120 jours pour répondre. Moi, je pense qu'en un mois, quand tu as une unanimité, tu peux répondre facilement à quelque chose qui est intelligent. Mettre en place tout ce qu'il faut. Puis, il y a une recommandation intéressante, c'est que c'est sûr qu'il y a des menus détails, mais dans ces menus détails-là, il est recommandé que ce soit aussi des représentantes de patientes qui participent à ce comité-là qui va mettre en place le processus. Donc, comme ça, on est sûr qu'elles vont avoir leur place à la table et que, moi, si j'avais affaire à Julie Elliott puis Isabelle Gratton, tout ça, j'aurais l'impression que j'ai intérêt à m'enligner pour que ça se fasse. Cela étant dit, donc, une démarche transpartisane où j'ai dit à mes collègues, je ne veux pas chercher de coupable parce que j'ai une recherchiste extraordinaire, une adjointe parlementaire extraordinaire qui est Ariane Vanéban, qui est probablement la meilleure au Québec, la meilleure à la Chambre des communes. Et la ligne du temps qu'elle a fait, là, je pourrais là-dessus, avec ça, là, parler de plein de coupables pendant les 30 dernières années. Mais l'approche qu'on a prise, c'était de dire, qu'est-ce qu'on a besoin pour assurer la sécurité des femmes maintenant? Bien, faisons-le maintenant et regardons vers l'avant. Alors, je m'arrête ici. J'ai beaucoup apprécié l'espace que vous nous avez laissé à nous, les militantes, à moi, à Terry McGregor, à Nancy Pratt. Puis évidemment, la liste des professionnels de la santé que vous aviez invités aussi, c'était vraiment très intéressant. Et le fait qu'on n'a pas eu nécessairement de limite à la période de questions posées par les membres du comité, ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. La seule expérience similaire que j'avais eue, c'était évidemment aux audiences de 2019 à la Food and Drug Administration, et on était très limité dans le temps, et évidemment, on n'a pas eu de questions. Donc, l'expérience était totalement différente, puis évidemment très intéressante. Je pense que tout le monde a énormément appris. C'est peut-être ça qui a fait que ça a amené à ces recommandations-là aussi.
évidemment, hier, quand j'ai lu les recommandations puis le reste du rapport, c'est évident que les 10 recommandations, comme femme, comme militante, maintenant, comme professionnelle de la santé, moi-même, je me sens extrêmement interpellée et très contente des recommandations. Comme vous avez mentionné tantôt, la recommandation numéro 3 qui parle de formulaire de consentement éclairé obligatoire uniformisé, c'est la première étape, mais d'après moi, la plus importante. Parce que à l'heure actuelle, le seul consentement informé que les femmes ont lorsqu'elles vont chez un chirurgien pour avoir des implants mammaires, c'est un consentement informé qui est différent d'un chirurgien à l'autre, comme vous l'avez dit évidemment, qui, chez certains, c'est quelques questions qui se limitent à l'acte chirurgical seulement. Très rares sont les chirurgiens, excessivement rares sont les chirurgiens, puis les autres militantes avec moi ici peuvent en témoigner. Presque aucune de nous n'a jamais eu aucune question sur est-ce que vous savez que les implants mammaires peuvent amener des problématiques au niveau de la santé. La plupart du temps, les chirurgiens, depuis 1964, s'en tiennent aux problématiques post-opératoires avant toute chose. Donc, qu'un consentement éclairé obligatoire uniformisé soit la porte d'entrée, soit le même partout chez tous les chirurgiens nationalement, c'est probablement ce qui va faire que certaines femmes vont avoir des lumières qui vont leur allumer au moment de s'asseoir avec le chirurgien et de passer au travers le consentement informé. Évidemment, quand on sera rendu là, ça serait de voir à quoi ressemblera le formulaire et le consentement informé, mais on pourrait parler d'une seule chose, une seule information qui est véhiculée à l'heure actuelle dans les bureaux des chirurgiens, c'est le fait que, encore aujourd'hui en 2023, les femmes se font dire que les implants mammaires sont des implants médicaux qui sont bons à vie, alors que sur le site même des manufacturiers Mentor et Allergan, c'est bien spécifié que les implants mammaires sont bons seulement de 8 ans à 10 ans, qu'il faut les faire changer entre la 8e et la 10e année. Alors que nous, on a des femmes qui arrivent sur le groupe qui ont eu ça fait un an qu'ils ont des implants, même pas des fois un mois, puis qui nous disent « Ah, ça fait un mois que j'ai mes implants, je viens d'apprendre que c'était pas bon à vie. Il y a un mois, mon chirurgien me dit que c'était bon à vie. » Donc, ne serait-ce que pour que toutes les femmes soient sur la même longueur d'onde lorsqu'elles mettent les pieds dans le bureau de n'importe quel chirurgien à travers le Canada, puis se fassent dire « Non, un implant, c'est pas bon à vie, c'est bon 8 à 10 ans, vous devez déjà penser à votre prochaine chirurgie. » Ne serait-ce que pour ça, la recommandation numéro 3, moi, ça aurait pu arrêter là, puis j'aurais été très contente. Mais évidemment, il y a d'autres recommandations pour lesquelles je suis évidemment enchantée. Comme vous avez parlé, bon, la recommandation numéro 8 qui reconnaît la maladie des implants mammaires, évidemment, ça, je pense que c'est overdue. Depuis le scandale Dow Corning au début des années 90, déjà en 90, quand il y a eu le scandale Dow Corning, Canada et États-Unis, les femmes parlaient de la maladie des implants mammaires. Chez les militantes, c'est une expression qui n'a jamais disparu du discours. Puis pourtant, on le sait, en 2018, il y a des gens qui nous ont dit que la maladie des implants mammaires, c'était un dossier qui était fermé depuis 10 à 15 ans déjà, alors que les femmes continuent à souffrir des effets secondaires systémiques de la maladie des implants mammaires. La Food and Drug Administration a mis l'expression maladie des implants mammaires sur leur site Internet en 2019, si je ne me trompe pas. Donc, il est temps que le Canada et Santé Canada embarquent et mettent cette information-là sur leur site web. Puis, évidemment, moi, une recommandation qui me touche un peu plus personnellement, c'est la recommandation numéro 10 que le gouvernement du Canada finance la recherche sur les implants mammaires, y compris les effets à long terme sur la santé. Ça aussi, je pense que c'est overdue parce que les seules études partielles qui existent sont faites par les manufacturiers. Donc, on parle évidemment d'un conflit d'intérêts total. Que le gouvernement donne des fonds à des tierces parties, que ce soit des groupes de chercheurs ou des groupes de chirurgiens, des parties, des groupes indépendants qui vont faire eux-mêmes de la recherche sans conflit d'intérêts. Grâce à des fonds, je pense qu'il est grand temps. Il y a un chercheur au Canada à l'heure actuelle, un chirurgien qui
de lui-même, a décidé de faire une petite recherche sur les effets des implants mammaires, mais il n'y a aucun financement, parce que le seul financement qui existe, ça serait de prendre l'argent donné par les manufacturiers, puis évidemment, ça place ces gens-là en plein conflit d'intérêts. Donc, je pense que cette recommandation-là est, en tout cas pour moi, bienvenue, parce que maintenant, je travaille en recherche. Ce que j'espère maintenant, c'est que ces recommandations-là soient appliquées. Parce qu'entre une recommandation puis la vraie vie, il y a un monde, évidemment, mais c'est certain que quoi que je puisse faire pour que ces recommandations-là soient appliquées le plus rapidement possible, je pense que c'est overdue. Puis j'apprécie la réaction des membres du comité. Évidemment, vous et moi, on a beaucoup parlé, mais j'ai eu d'autres interactions par la suite avec certains membres du comité. Puis je pense que la réception des militantes a été très bonne par les membres du comité. Puis j'espère évidemment que la collaboration va continuer dans le temps. Je l'apprécie beaucoup. Merci. Je suis un médecin un peu plus pratico-pratique, là. Donc, Julie, c'est une bible d'information, puis probablement ses deux collègues aussi. Moi, je suis un peu arrivée dans le domaine, pas dans le domaine, mais dans le monde des implants mammaires parce que j'avais pris cette décision-là quand j'étais plus jeune. Puis en fait, nonobstant parce qu'on est souvent vu comme quelqu'un qui a pris une mauvaise décision puis qu'on devrait plutôt subir, entre guillemets, les conséquences liées à notre mauvaise décision. C'est un peu comme ça que ça se passe dans la société. Mais on parle des implants mammaires, mais il y a aussi d'autres sortes d'implants. Puis tout être humain aujourd'hui qui va peut-être faire face à un cancer ou qu'il y a un proche qui va choisir de peut-être cette décision-là d'avoir des implants mammaires pour la raison qui lui appartient. Je pense qu'on a tous un devoir, tu sais, de faire en sorte que la décision soit éclairée. Fait que je vais vous donner un peu clairement qu'est-ce que ça peut faire une décision éclairée. C'est que des fois, quand on donne des informations, on va dire les risques, mais les risques, ils peuvent se modifier dans le temps, puis à ce moment-là, c'est important de le savoir, là. Donc, moi-même, qui est un médecin, qui est quelqu'un qui lit puis qui s'informe, j'étais pas au courant de tous les risques et surtout des risques qui s'étaient modifiés au courant des années, là. Donc, moi, j'avais fait faire ma chirurgie en 2009, puis les risques étaient de 1 sur 1 million, puis ça l'a rapidement diminué pour être rendu à 1 sur 400, puis même encore, on me dit encore moins que ça, là, avec le type d'implant que j'avais. Donc, si on voyait une voiture exploser sur 400 dans notre société, je pense qu'on se dirait « Hey, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé là? » On balayerait pas ça sous le tapis en se disant « Bon, tu sais, c'est une voiture qui a explosé, toutes les autres sont correctes. » Donc, je pense que c'est important, comme ça a été dit. Puis, c'est cette recommandation-là d'avoir un consentement libre et éclairé, ça enlèverait le biais de celui qui installe les implants, qui a un profit, d'accord? On ne se le cachera pas. Donc, de convaincre la personne qui va possiblement, et peut-être y en avoir un problème. Il y a des milliers de femmes qui n'en ont pas de problème, mais il y a beaucoup de femmes qui en ont. Donc, ça revient à l'autre de reconnaître le syndrome des implants mammaires. Ça donne un sérieux à la chose. Moi, voyez-vous, j'ai des gens qui ont des implants, j'ai fait le tour, j'ai tout cherché. Je suis beaucoup plus agressive maintenant dans le dépistage. Donc, j'ai trouvé, pas plus tard que il y a 2 semaines, un cancer du sein à une patiente qui n'avait aucune indication en termes de faire un écho, une mammo. Elle n'avait pas de plainte au niveau de ses seins, mais parce qu'elle avait des implants, j'ai dit, puis qu'elle était fatiguée, j'ai dit, bon, on va commencer par écho, mammo. Puis on va faire des bilans rhumatologiques, on va chercher quelque chose, puis finalement, j'ai trouvé un cancer du sein très agressif, là, au stade 1, Dieu merci. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai d'autres patientes, des patientes âgées qui ont des implants de première génération, qui ont de la misère à marcher, qui ont eu des biopsies du muscle pour lesquelles on ne trouve pas la raison de leur faiblesse musculaire qui se dégrade. Puis là, vous avez des implants mammaires, tu sais, il est probablement trop tard, entre guillemets, quand tu es rendu à 86 ans, puis ça fait plus que 40 ans que tu as tes implants, mais c'est probablement à cause de ça que la rhumatologue, en tout cas pour moi, elle va dire « J'ai jamais eu un cas comme vous, puis je ne comprends pas ce qui arrive », puis à ce moment-là, on ne trouve jamais la raison de sa maladie. Donc, en termes de professionnels,
Moi, je pense que si on est un des seuls pays du G7 à pas avoir un registre, si on avait commencé ça il y a 30 ans, ben on pourrait peut-être avoir des données aujourd'hui qui feraient en sorte qu'on sauverait des milliers de femmes qui s'en vont dans d'autres pays faire des implants pour un prix moindre, des jeunes patientes qui sont superbes, qui sont belles, qui ont pris cette décision-là. Donc moi, je me promènerais en muffin si ce serait pour vous convaincre, ou tout nu pour vous convaincre de ne pas faire ça aujourd'hui. Mais quand j'ai pris la décision, je me suis allée à la confiance du chirurgien. J'ai des gros seins, j'en avais des gros dans ce temps-là, puis dans le fin fond, moi, je voulais les faire rapetisser, les faire remonter. J'avais l'argent, on m'a convaincu que c'était pas dangereux, alors que c'était tout le contraire. Donc, je pense que moi, c'est pourquoi j'embarque, mais que j'ai décidé de donner du temps là-dedans, c'est que j'y crois. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas crues. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas... puis je parle de femmes, mais je ne veux pas dévier le sujet, mais j'ai un homme qui avait un implant testiculaire, qui avait exactement les mêmes symptômes que les femmes vont avoir avec leurs implants. Puis quand on a enlevé son implant testiculaire, il s'est amélioré rapidement. Donc, il y a peut-être plus de gens qu'on pense qui ont ces maladies-là. Donc, il serait temps qu'on reconnaisse la maladie là, par principe de précaution. Là. Je ne suis pas une bible en termes de notions... épidémiologique et tout, mais je peux vous dire que les 800 articles que j'ai fait sortir par le bibliothécaire prouvent que dans le monde, il y a de la recherche qui se passe là-dessus, il y a des preuves scientifiques, puis je pense que ne pas créer le registre serait, selon moi, éthiquement condamnable, parce que les gens, ces compagnies-là, ils font des millions. J'avais lu juste en 2018 en France, c'était 60 millions. Donc, comment ils en font aux États-Unis, comment ils en font ici. Donc, je pense qu'il est temps qu'il y ait un mécanisme de surveillance. J'ai participé à l'étude d'Allergan. L'étude a été abandonnée. Donc, je veux dire, à un moment donné, ils ont aussi un devoir, outre les profits qu'ils génèrent, d'avoir une responsabilité de s'assurer qu'il y a une sécurité. Je terminerai en disant que c'est l'imputabilité. Je veux dire, j'ai des rappels pour ma voiture pour des choses mineures. Je m'attends, moi, que si mon risque est rendu à 1 sur 400, d'être informé. Puis si on reconnaît la maladie, les professionnels, on va l'inclure dans les diagnostics différentiels, c'est-à-dire qu'on va y penser davantage. Puis je peux vous le dire, moi, juste en 3 mois, ça a changé royalement ma pratique. J'ai des amis chiro qui vont traiter des gens qui ont mal aux épaules, puis ils vont dire « puis qu'on n'a jamais rien trouvé, ni dans les échos, tout ça. » Donc, ça ouvre des pistes de réflexion, puis ça ouvre peut-être à faire de la recherche, puis à trouver c'est quoi la source du mal. Donc, sur ce... Je pense que j'ai dit pas mal ce que... Je suis intense, mais quand je crois à quelque chose, je le fais pas à moitié. C'est super, parce qu'on va avoir besoin de cette intensité-là pour passer à la deuxième étape. En fait, c'est que ce qu'elle mentionnait, c'est qu'elle disait « j'ai découvert que moi, j'avais un risque sur 400 ». Ce qu'elle n'a peut-être pas mentionné, c'est qu'Isabelle avait des implants mammaires de la marque Allergan, les implants texturés, qui sont responsables d'un des 3 cancers recensés maintenant associés aux implants mammaires. Donc, dans son cas, au-delà de la maladie des implants mammaires, qui est non scientifiquement reconnue, elle avait une chance sur 400 de développer un lymphome associé aux implants mammaires directement, qui n'est pas un cancer du sein, c'est un cancer du système immunitaire. Donc, les implants qu'elle avait causent ce cancer-là. Son médecin, lorsqu'elle l'a rencontré, lui a dit « bah c'est pas si pire, tu as une chance sur 60 000 ou une chance sur 15 000 d'avoir ce cancer-là. » Mais il était rendu à 1 sur 3 000. C'est ça, il était rendu à 1 sur 3 000, fait qu'il était déjà mieux informé que la majorité des médecins, mais dans les faits, aujourd'hui, quand on a les implants Allergan texturés, c'est une chance sur 400 que ces femmes-là ont de développer un lymphome associé aux implants mammaires. Et le drame, c'est qu'elle n'avait pas été avertie parce qu'il n'existe rien au Canada, en Amérique du Nord, pour avertir la patiente, tu as ces implants-là spécifiquement qui peuvent causer un cancer. Et les seules patientes qui, supposément, au Québec, ont été averties lorsque le gouvernement a décidé de retirer ces implants-là du marché en 2019, supposément, c'est des patientes survivantes de cancer, qui ont eu une mastectomie, reconstruction avec ce type d'implant-là, qui auraient dû être avertis. Mais dans notre groupe, puis les 2 militantes avec nous peuvent le dire, il y a
presque aucune de ces femmes-là qui ont reçu une lettre leur disant « Vous avez ces implants-là ». Donc, en plus, les femmes mastectomisées reconstruites avec les implants Lerguer augmentent leur chance d'avoir une récidive locale de cancer du sein à cause de ces implants-là. Donc, c'est vraiment un drame. Puis, le registre aurait pu prévenir tout ça. Donc, on est non seulement 30 ans en retard, mais je me dis, n'importe quel manufacturier qui, aujourd'hui, sort un nouvel implant médical, quel qu'il soit, le registre devrait venir avec ce nouvel implant-là parce que on ne sait jamais dans le futur qu'est-ce qui peut arriver. On n'a aucune idée. Puis, concernant les implants mammaires, c'est encore plus un drame parce que ça peut avoir l'air niaiseux, mais moi, je parlais avec mon dentiste, puis mon dentiste me dit, à l'école de dentisterie, on apprend que les implants dentaires peuvent causer des lymphomes. Ça fait partie des risques des implants dentaires. Comment ça se fait qu'on n'apprend pas aux chirurgiens plasticiens qu'en mettant un implant mammaire, tu as un risque de développer un lymphome ou des maladies systémiques? Les maladies systémiques liées aux implants médicaux existent avec toutes les sortes d'implants sur le marché. Il existe plus de 2 millions d'implants médicaux implantables dans le corps humain. Mais comment ça se fait que à l'école de médecine, en spécialité chirurgie plastique, on n'apprend pas aux plasticiens que lorsque vous mettez un implant mammaire, vous devez faire la surveillance des symptômes systémiques de vos patientes pour la durée du temps qu'elles ont les implants mammaires. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui devrait venir avec le diplôme. Malheureusement, c'est pas fait. Je pense que le biais, j'ajouterais juste ça, que le biais, il vient que ceux qui opèrent, c'est pas eux qui vont suivre la patiente. Donc, qui retourne voir son chirurgien plasticien, là, à moins qu'il y ait une complication, là, je veux dire, on va pas aller s'asseoir à 350$, 500$ de l'heure là, pour dire « Ah, finalement, j'ai mal à mes doigts. » Il va dire « Moi, je suis chirurgien, là, c'est pas à moi qu'il faut que tu viennes te plaindre. » Ça fait que c'est les médecins de famille, donc c'est pas la même personne qui opère. Donc, c'est un biais de convaincre quelqu'un qu'il y a des risques quand toi, tu les vois pas, les gens qui ont un risque. Là. Donc, ceci étant dit, il y a plein d'histoires. Même moi, je suis encore surpris de voir l'amélioration des gonflements articulaires que j'avais et de la fatigue que j'avais. J'étais encore un peu sceptique, me disant ça se peut pas que ce soit juste la chirurgie qui m'ait amélioré à ce point-là. Fait que s'il y a des centaines de milliers de personnes dans le monde, on n'est pas tous... comment je pourrais dire, fautive là, dans l'amélioration de nos symptômes. Là, Je me rends compte que la précision est importante parce qu'on parlait de rappel, mais on n'indiquait pas justement le risque qui était associé à ne pas être capable de faire le rappel, notamment ce qui est déjà reconnu, un certain nombre de lymphomes, donc de cancers. T'sais. Alors, si une personne veut effectivement se faire implanter un instrument médical à haut risque, pas pour rien qu'il est à haut risque, cette personne-là doit savoir à quoi s'attendre et quels sont les risques qu'elle prend. C'est le fun, merci de votre accueil par rapport à ce rapport unanime je suis très heureux de voir que ça fait plaisir, les recommandations, sauf que vous avez raison, Julie, Isabelle, vous avez raison. Ce n'est que la première étape. Il faut donc accentuer la pression sur le gouvernement et Santé Canada pour que, justement, j'imagine que ce serait intéressant d'avoir des femmes aussi impliquées que vous sur ce comité-là qui va justement faire en sorte que cela arrive. C'est pour ça que c'était important, cette recommandation 2-là. Pas faire une recommandation de registre comme ça, puis tu laisses ça entre les mains seulement de Santé Canada. Non. Création du comité multipartite. Et puis là, on pense que ça peut se réaliser rapidement. Donc, la pression, sûrement que on va vous recontacter après Noël pour mettre en place des moyens, si ce n'est pas déjà pris comme décision, si vous ne vous faites pas appeler, on ne sait jamais, pour faire partie d'un tel comité. Bref, on suit ça. La prochaine étape, intensifier la pression. Il faut donc que ce rapport-là ne traîne pas trop longtemps dans la boîte à mal du gouvernement, puis c'est certain qu'il ne sera jamais laissé sur une tablette. Vous pouvez compter sur moi.
Alors, si vous avez des questions, allez-y. Oui, c'est Caroline de TVRM. Une fois que le registre va être implanté, est-ce que la base de données pourra être utilisée par n'importe qui, n'importe professionnel de la santé pour faire des recherches, pour justement aller compiler les données pour voir quel genre d'implant a été installé, quel genre d'implant a causé finalement des problèmes de santé? Qui pourrait avoir accès aux données du registre? Ce sera une décision qui sera prise par le comité sur les contours, les tenants et les aboutissants. Est-ce que ça prendra, par exemple, il y aura sûrement ça va être par identifiant unique. Donc, il faut assurer la confidentialité des données, mais sûrement que ce sera accessible à tout le monde. Tu sais. Mais ça, c'est des détails que le comité en question mettra en place avec les paramètres là, informatiques et la loi sur la protection de la vie privée, etc. On ne cachera pas que ça serait ça. C'est quand même c'est un des objectifs de recueillir des données. Là. Mais qui y aurait accès? Aujourd'hui, je ne peux pas te répondre à ça. L'important, c'est qu'on puisse effectivement faire en sorte que ce soit accessible de façon la plus large possible. Il existe présentement un registre des événements indésirables où tu peux rentrer des données là, quand tu es victime de ça. Mais le registre va composer un certain nombre d'informations. Là. Il va en avoir beaucoup d'infos là-dessus. Il faut juste vérifier comment ils vont réussir à le faire. Puis, c'est des décisions qui vont être prises à ce comité-là, dont les patientes, dont les femmes victimes vont faire partie. Donc, voilà. L'avantage d'avoir le registre, c'est l'avantage de pouvoir voir les occurrences, voir combien effectivement de cas on a, d'où aussi la capacité de faire de la recherche. Donc, ça va être de pouvoir nager dans les données probantes, ce qui est un peu présentement interdit, impossible, c'est-à-dire. On va prendre, mettons, des implants qui causent le cancer lié aux implants mammaires. Donc, on sait que les implants allergènes texturés et tous les autres implants texturés donnent un risque à la patiente de développer un cancer. Le processus à l'heure actuelle pour comptabiliser les patientes diagnostiquées est le suivant. Si moi, je suis diagnostiquée, après pathologie, mon professionnel de la santé me rencontre, me dit « Tu as un diagnostic de lymphome associé aux implants mammaires. » C'est du ressort du médecin qui a diagnostiqué de rapporter le cas au manufacturier et c'est au manufacturier de reporter le cas à Santé Canada. Et on sait aujourd'hui qu'on va prendre la patiente canadienne la plus connue, qui a été, je pense, le 15e ou 16e cas diagnostiqué sur 60 au Canada, Terry McGregor, qui a passé dans tellement de reportages canadiens. Entre le moment où elle a été diagnostiquée officiellement et traitée et le moment où son cas est apparu public à Santé Canada, ça a pris 4 ans. Donc, elle n'existait pas comme patiente diagnostiquée. Son cas ne s'additionnait pas aux cas nationaux pendant 4 ans. Et l'année passée, il y a eu un data dump, c'est-à-dire que Santé Canada et Allergan ont été obligés de domper du data, si vous voulez, là, au niveau gouvernemental. Et c'est là que son cas est apparu. Ça a pris 4 ans. Le registre empêcherait ça. C'est-à-dire que, comme pour chaque paire d'implants implantés, excusez l'expression, le chirurgien est obligé de faire un consentement informé avec, évidemment, les informations, le numéro de série de l'implant, rentrer dans le registre. Dès qu'il y a quelqu'un qui serait diagnostiqué, ça serait rentré dans le registre. Ça ne passerait pas par « je fais une déclaration au manufacturier ». Le manufacturier, lui, il ne veut pas que le data s'enregistre parce que ça fait augmenter les cas. Il ne veut pas. Le manufacturier fait qu'il attend avant de faire la déclaration à Santé Canada. Ça serait automatiquement enregistré. Et évidemment, on peut s'imaginer que s'il n'y a pas d'informations
spécifique sur la patiente. Là. Moi, j'imaginerais que moi, j'aurais un numéro qui m'appartient pour aller sur une plateforme ou quoi que ce soit, voir qu'est-ce qui se passe avec mes implants. Est-ce qu'il y a eu de l'information ajoutée? Est-ce qu'il y a des cas de cancer de plus reliés à ces implants-là? Ça fait en sorte que n'importe quel médecin qui veut savoir on est rendu à combien de cas, aurait juste à aller dans le registre pour voir, bon, ben pour ce type-là, on est rendu à tant de cas de peu importe, on est rendu à tant de rapports d'incidents reliés aux instruments médicaux pour ce modèle-là ou pour cette marque-là, ce manufacturier-là. Alors qu'à l'heure actuelle, puis ça, je peux en parler parce que quand on a témoigné au mois de mai au comité, il a fallu carrément appeler tous les médecins, nous, les militantes. Il a fallu appeler les médecins qu'on connaît, qui sont impliqués dans la cause pour savoir, est-ce que tu sais, on est rendu à combien de cas au Canada? Pas Santé Canada, pas la RAMQ, pas le ministre de la Santé, ils sont pas au courant. Il faut appeler des médecins qui se tiennent au courant des cas diagnostiqués pour savoir on est rendu à combien de cas. Et la plupart du temps, le total, ces bilans-là se font une fois par année, quand il y a le consensus international sur les cancers liés aux implants mammaires. Là, tout d'un coup, on réussit à savoir combien il y a de cas qui sont rendus parce qu'il y a des groupes de médecins qui se fâchent puis qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que le registre facilite la vie à tellement de gens, non seulement les patientes, c'est rassurant, mais c'est rassurant pour un professionnel de la santé qui veut se tenir au courant, qui veut savoir qu'est-ce qui se passe avec ses patientes. Mettons que je serais un plasticien, moi, puis que dans les dernières années, je savais pas qu'il se passait tout ça, puis que j'ai implanté ces implants-là à mes patientes. Il me semble que professionnellement, je ferais comme moi. Je vais aller voir dans le registre pour voir là, si dans les numéros de série que j'ai dans mes dossiers, il n'y en a pas qui ont été répertoriés comme étant des implants fautifs ou reliés à quelque chose. Il y a aussi une conscience professionnelle qui devrait venir avec le registre. Et ce qui est intéressant avec le format de registre qui a été amené par le comité, c'est obligatoire, déclaration obligatoire pour le professionnel de la santé. J'implante, je suis obligée de déclarer les numéros de série implantés dans le registre. Par contre, la patiente, elle peut avoir un opt-out. Ça veut dire qu'elle peut décider, elle, qu'elle ne s'inscrit pas au registre. Mais ça fait en sorte que ça n'empêche pas le professionnel de la santé d'être obligé de déclarer. Parce que c'est la déclaration obligatoire qui fait en sorte que, à l'instar d'une auto, s'il y a quelque chose qui arrive à mon véhicule, ben je le sais immédiatement. Mais on a encore 15 000 femmes au Québec qui n'ont aucune idée si elles vont recevoir une lettre leur disant depuis 2019 leurs implants sont fautifs ou non en ce qui a trait au cancer lié aux implants mammaires. C'est des chiffres qui sont énormes. Et statistiquement parlant, on parle de 15 000 femmes au Québec qui auraient des implants texturés de la marque Allergan. Mais si on prend le nombre de femmes au Québec qui ont à l'heure actuelle des implants texturés Allergan, celles qu'on sait, versus les statistiques nationales à propos des cancers liés aux implants mammaires et les nombres de cas québécois déclarés, bien, on arrive dans les statistiques là, mondiales à propos du cancer lié aux implants mammaires à l'heure actuelle pour le Québec. En 2006, le gouvernement a remis cette responsabilité-là entre les mains des fabricants et ils n'ont pas du tout respecté l'entente qu'ils avaient. Donc, on sait maintenant qu'on ne peut pas laisser ça entre les mains des fabricants. C'est pour ça que le registre doit être administré par Santé Canada, qui a la responsabilité d'assurer la sécurité des femmes. Pourquoi ça a pris 30 ans avant de faire cette unanimité-là? Ça a même pris 5 projets de loi. Il y a 5 projets de loi d'initiative parlementaires, des projets de loi qu'on appelle émanants des députés et non pas des gouvernements, qui ont été déposés, qui ont été bloqués dès la deuxième lecture. Là, où l'adoption de principe ne se faisait même pas. Quelle que soit la couleur du gouvernement là, à Ottawa, là, je ne veux pas... OK, bon. Ce qui est la beauté de la démarche qu'on est en train de faire, et ça, on a laissé ça, c'est que ça ne prendra même pas un projet de loi. Ça peut se faire par voie réglementaire. C'est pour ça que je dis que ça peut se faire rapidement. Qu'il y ait une élection qu'il n'y en ait pas, ça peut se faire par voie réglementaire. Donc, le Santé Canada, comme elle fait dans bien d'autres domaines, change le règlement. Puis ça vient de s'éteindre. Donc, accentuons la pression. On vient je voudrais conclure, s'il n'y a pas d'autres questions, avec l'énoncé que j'ai fait au début. La cause des femmes et des personnes ayant été victimes
des effets indésirables des implants mammaires vient de franchir une étape importante, porteuse d'espoir, sauf qu'il faut continuer le combat pour que d'ici, donnons-nous ça comme objectif, d'ici 1 an, on ait ce registre-là. C'est ça le message aujourd'hui. Et continuez à nous suivre parce qu'on va faire d'autres événements. On va prendre d'autres moyens pour faire comprendre à Santé Canada, au ministre Holland, qu'il faut qu'il aille de l'avant le plus tôt possible. Je pense que les témoignages ont été éloquents là, sur la nécessité de ça. C'est beau? Ah.